Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans ce podcast d'Arsenal French Club. La Première Ligue est enfin revenue ce samedi à l'Emirates pour le premier match des Gunners face à Wolverhampton et on en débriefe tout de suite avec mon invité du jour, Guillaume. Guillaume, salut. Salut Raoul, Comment bonjour à va? toutes et tous. En forme? Ça va très bien, content de revoir enfin du foot anglais, ça m'avait manqué. Les matchs amicaux, c'était bien pour ceux qui ont pu les voir, mais rien ne vaut la PL, je te l'accorde. Guillaume, on va débriefer de ce match face à Wolverhampton, de cette victoire 2-0. On va reprendre les traditionnels débriefs d'après-match. Alors, il faut dire qu'on est dimanche matin, que le match a eu lieu hier, qu'on fait ce débrief ce matin parce que, faute de disponibilité, surtout de ma part, après le match. Et ça permet aussi de faire ça avec beaucoup plus de recul et peut-être moins à chaud, sachant que bon, c'était un match, somme toute, relativement tranquille. On va commencer avec, la composition des Gunners. Alors, nous avions dans les buts David Raya, défense à 4 avec Ben White à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Zinchenko à gauche, un milieu de terrain à 3 avec Partey, Rice et Ødegaard, et devant une ligne de 3 avec Martinelli à gauche, Saka à droite et en pointe, nous avions notre cher ami Havertz. Guillaume, cette composition, tu l'as trouvée comment? Est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que tu l'as trouvée étonnante? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, oui, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, donc pas vraiment étonnante. On avait vu le match précédent contre, Lyon que déjà Arteta avait fait, cette composition. Hem, voilà, donc pas de changement, une équipe qui se connaît, pas de nouvelles, la seule recrue, potentielle qui est Calafiori, était sur le banc, Timber qui avait pas beaucoup joué l'année dernière, mais qui est presque une recrue aussi sur le banc et donc on a vu une équipe qui avait l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissait et un grand classique, on va dire, pour débuter la saison. Ouais, alors, on dit souvent: «On ne change pas une équipe qui gagne». C'est vrai que, pour le coup, je pense qu'on doit être la seule équipe, alors il faudra attendre les résultats les matchs d'aujourd'hui, mais je pense qu'on doit être la seule équipe à avoir aligné un 11 identique à la saison dernière. Hem, alors s'il n'y a pas eu forcément de surprise de ton côté et du mien d'ailleurs, non plus, est-ce que l'on peut quand même en tirer déjà certains enseignements, vis-à-vis de cette compo, d'après toi? Moi, je pense Alors, notamment au choix, devant, côté gauche et le choix mmh de l'avant-centre et également, la titularisation de Zinchenko, qui ne sont pas forcément une surprise, mais, qui pour moi démontrent, certaines choses de la part de la réflexion, d'Arteta. absolument, d'ailleurs, c'est la 1re, c'est pas une surprise, mais la 1re chose, un peu étonnante quand même, à laquelle on pouvait s'attendre à ce que, l'arrivée de Calafiori, le retour en forme de Timber pousse, Zinchenko, sur le banc des remplaçants et ça a pas été le cas puisqu'il a commencé le match. Il est ensuite sorti en cours de match, remplacé par Timber, mais il a joué, titulaire. Donc, on se demande là, je pense que pour l'instant, face à une équipe qui défend assez bas comme Wolverhampton, Arteta a voulu se servir un peu de sa vision du jeu, de sa capacité à trouver des espaces, sachant que Wolverhampton n'est pas une équipe qui met non plus beaucoup en danger ses adversaires. Donc voilà, il a préféré jouer avec un joueur un peu plus offensif et moins bon défensif. Mais c'est vrai qu'on se demande peut-être, bah, alors pourquoi avoir, Calafiori, avoir recruté Calafiori et Timber? Bon, je pense qu'on aura des réponses en cours de saison puisque de toute façon, l'équipe, sera amenée à évoluer en fonction,
des performances et des blessures des uns et des autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être le premier point d'étonnement. Je ne sais pas ce que toi t'en as pensé. Hem, je pense que très sincèrement, c'est un choix par défaut. En tout cas, bah, c'est mon avis. À savoir que, courant de la semaine, Timber avait été annoncé, légèrement blessé début de semaine. Il était revenu dans le groupe un peu plus tard et je pense qu'il n'a voulu prendre aucun risque. Concernant Calafiori, je pense que, le au sein du staff d'Arteta, c'est comme ça que je le ressens. Toute nouvelle recrue va avoir un process d'intégration dans l'équipe, et que, physiquement, je pense que Calafiori n'est pas encore prêt et je pense qu'on n'a pas envie de lui brûler les ailes en le mettant trop tôt sur le terrain. Moi, j'aurais bien aimé le voir parce que, d'une part, comme tu le dis, Wolverhampton n'est pas une équipe, en tout cas, elle n'est pas connue pour ça, pour être une équipe ultra joueuse, ultra offensive. On savait que c'est une équipe qui allait arriver à l'Emirates pour déjà viser un match nul, ça aurait été déjà un bon résultat pour eux. Timber trop court, du coup, Tomiyasu blessé, Kivior, par contre, on pourra peut-être en parler un tout petit peu rapidement, pas sur la feuille, Mhm. heu et pas annoncé blessé. Alors est-ce que c'est, un choix juste, du coach parce qu'il avait déjà 3 arrières gauche sur la feuille de match ou en tout cas 3 joueurs capables d'évoluer arrière gauche sur la feuille de match? Ou est-ce que ça pourrait présumer de discussions avec d'autres clubs pour un départ? Je ne sais pas, wait and see, on verra bien. Donc du coup, mettre Zinchenko, pour moi, c'était vraiment la solution la plus simple. Mais je pense que Calafiori de commencer à l'Emirates, ça aurait été plutôt intéressant, sachant que, on enchaîne avec la semaine prochaine un déplacement à Aston Villa. Ça va pas être du tout Mhm. la même chose. Donc, pas forcément trop étonné, sur le côté gauche pour Zinchenko. Un peu plus, je te l'avouerai, pour le choix de Martinelli. Heu, Même s'il avait commencé face à Lyon, tu l'as dit, je trouve que c'est un choix fort, un choix ambitieux de la part de d'Arteta, sachant que, on reprend les mêmes et on recommence sur le 11 de départ, plus ou moins, mais rappelons aussi que l'année dernière, en fin de saison dernière, Martinelli avait quand même perdu sa place face à Trossard, Absolument. qui avait répondu, présent, qui avait basculé d'un statut de qui pour moi est le sien, d'un statut de super sub à un statut de titulaire en lieu et place de Martinelli. Donc pour moi, là, j'ai vu une petite surprise. Hem, alors volonté de la part d'Arteta de relancer Martinelli, de lui redonner confiance ou, simple choix parce qu'il estime vraiment que encore une fois, je le répétais souvent la saison passée dans les podcasts, on n'est pas à Colny, la semaine, on ne sait pas comment on s'entraîne, on ne sait pas comment les joueurs répondent aux attentes du coach. Mais, pour moi, c'était un peu la petite surprise. J'étais pas surpris, je te fais les 3, hein, comme ça je te relaisserai la parole Mhm. derrière, mais j'étais pas surpris de voir Havertz en pointe, parce que je pense vraiment que Havertz est un des joueurs forts dans la tête d'Arteta. Et que c'est un joueur qu'on verra évoluer souvent, quitte à le voir évoluer en milieu, mais j'ai vraiment l'impression qu'Arteta ne veut pas s'en passer, un petit peu comme l'année précédente. Mais c'était un choix que moi j'attendais fortement parce que j'avais vu, et je l'avais dit d'ailleurs, soit sur les podcasts, soit en discussion privée avec Jonathan, Richard, Mechad et d'autres. J'avais trouvé, Gabriel Jesus très affûté physiquement. On a vu qu'il avait bien bossé, de son côté cet été et donc du coup, est-ce qu'un Gabriel Jesus, en pleine possession de ses moyens, ne passe pas devant le cas Havertz en pointe? C'était aussi une des réponses que moi j'attendais et en tout cas sur ce match-là, le choix du coach, en a décidé ainsi et c'est Havertz qui a été, titularisé. Donc voilà, c'était un petit peu les 3 pour moi les 3 postes où j'étais un petit peu,
Hem, impatient de voir la compo, sachant que pour le reste, Gabriel, Saliba, White, pour le moment indéboulonnable. Le milieu à 3 Partey en pleine possession de ses moyens, on sait qu'il va être titulaire. En tout cas pour le moment, sans nouveau recrutement et bon, son Saka, on sait que c'est le golden boy chez nous, donc avec Odegaard, donc voilà. Est-ce que toi, du coup, tu avais une réflexion un peu similaire ou différente par rapport à Havertz et Martinelli? Alors sur Martinelli, je pense qu'effectivement quand il est à son meilleur niveau, il est au-dessus de, Trossard et donc il a sa place, dans le 11 qui démarre. Mais ça fait un certain temps maintenant qu'il n'est plus tout à fait à son meilleur niveau et bon, on en reparlera, mais on a encore vu hier que, bon, il n'était pas, en grande forme. Donc voilà, c'est peut-être qu'il ne sera pas titulaire au prochain match au coup d'envoi. Et puis Havertz, bah, pas vraiment une surprise. On sait que Arteta aime l'utiliser à ce niveau, enfin, en avant-centre. Et en plus, il est efficace. Pas toujours, mais en tout cas, il a des stats qui parlent pour lui, même si parfois il y a un peu de déchets, mais en tout cas, enfin, globalement, il a quand même des bonnes stats. Et il sert l'équipe. Il a un jeu collectif quand même qui est important. Il défend. Bref, ce que Jesus fait aussi, hein, mais en tout cas, bon, euh, il y aura peut-être débat à d'autres moments de la saison, mais bon, là, pour l'instant, Havertz ça me semble indéboulonnable pour l'instant. Ouais, Et puis on d'ailleurs a vu que, Havertz pardon. oui, oui, Vas-y, non, je t'en mais prie. je pense qu'on allait dire la même chose. On a vu qu'ensuite, il a été replacé au milieu du terrain quand je crois que c'est Rice qui est sorti, Jesus est rentré et Havertz est replacé au milieu du terrain. Donc c'est vraiment le joueur qui sert à tout, qui peut être utilisé à plusieurs postes et que Arteta semble aimer beaucoup cette polyvalence et cette capacité à jouer à plusieurs postes. Effectivement et d'ailleurs je pense que, Havertz va faire partie d'un des mini dossiers que j'aimerais qu'on aborde un peu plus tard dans ce podcast. Guillaume, on va parler un petit peu déjà de la première mi-temps, Oui. de façon très générale, à moins qu'il y ait certains, faits de jeu ou actions particulières sur lesquelles tu aimerais, revenir. Mais dans l'ensemble, comment tu as, trouvé cette première mi-temps de match et de première ligue pour nos Gunners? Alors, c'était un match de reprise et donc je pense qu'il faut le juger comme tel, même si bien sûr il y a eu des matchs de préparation et puis même l'Emirates Cup la semaine dernière, mais qui est quand même dans l'optique d'une préparation. Ce premier match de championnat commence doucement, on va dire. Je pense qu'on l'a tous vu au début. Bon, on a commencé à avoir le ballon, mais à faire tourner, à essayer de se rapprocher du but petit à petit. Et progressivement, on a vu qu'on y arrivait avec des actions qui finissaient de plus en plus près du but de José Sa, et même parfois, je crois que c'est Saka qui frappe deux fois et deux arrêts pratiquement dans les 20 premières minutes. Et puis, il va y avoir ce but qui va un peu délivrer et changer la dynamique, puisque Arsenal menant au score, c'est ensuite à Wolverhampton de revenir dans la partie. Et donc, on aura ensuite une domination qui est un peu moins forte, avec un jeu qui est plus bon, en première mi-temps, qui est quand même. Arsenal a quand même, je crois, avait la possession assez largement, hein, je crois que c'est autour de 65%, ou si ce n'est plus, mais avec une première partie de première mi-temps où on a vraiment beaucoup plus le ballon et une deuxième partie après le but où on garde le contrôle, mais voilà, et sans être inquiété, mais où on a peut-être un petit peu moins d'occasion. Ouais, tu l'as dit, je pense que, si on prend, l'exemple de Liverpool qui a joué un peu plus tôt, dans l'après-midi, ils ont mis une mi-temps à se mettre en route et à rentrer dans cette première ligue. Les premiers matchs ne seront jamais évidents. Pour ça, le fait de jouer à domicile, peut être quand même assez, motivant et aidant, dans le sens où si tu as un peu de mal, tu auras toujours un petit peu ton public derrière toi et on a vu déjà un Emirates, rempli, bien en forme, hein, malgré, la période encore,
estivales et de vacances pour certains. Euh, la mise en route a duré une vingtaine de minutes, tu l'as dit. Il n'y a pas eu vraiment de danger sur cette première mi-temps côté Volve, à part une tête avec un arrêt assez. Alors, je sais pas s'il est compliqué ou pas. J'ai pas eu le temps d'en parler avec Si, si. avec des amis gardiens parce que effectivement, il est à demi sur ses appuis puisque lui, il est en train d'aller. Raya va couvrir son premier poteau sur sa gauche et la tête est croisée et revient au centre. Et à l'aide de sa main droite, en attendant, il arrive à l'arrêter. Et je crois d'ailleurs qu'on menait déjà 1-0 au moment de cette tête-là, il me semble. Donc Oui. l'arrêt dans tous les cas est important. Euh, ça fait plutôt du bien d'ailleurs dans cette première mi-temps. Mais on a vu, je pense, quand même une équipe assez sûre d'elle, dominatrice, pas forcément toujours euh, très percutante devant, où on a eu un peu de mal à finir nos occasions. Euh, je trouve que cette première mi-temps est le reflet aussi de tout ce qu'il manque à Havertz et de tout ce que finalement Havertz est capable d'apporter. Je m'explique. Euh, Sur cette première mi-temps-là, on a vu un Havertz qui pressait beaucoup, qui défendait beaucoup, qui a récupéré beaucoup de ballons. Euh, donc sur la partie défensive, assez intelligent dans son placement, etc. C'est toujours très très appréciable. Par contre, on a vu, bah, d'après moi, j'ai vu, on va dire ça comme ça, euh, qu'il a toujours pas les automatismes de l'avant-centre. Euh, je, j'ai en tête deux occasions qui sont très très rapprochées l'une de l'autre et qui interviennent avant son but. La première, elle est autour de la 10e minute. Il fait un pressing relativement haut, il récupère le ballon arrive sur Odegaard qui lui la remet, Mhm. euh, qui la remet en profondeur et à un moment donné, en fait, Havertz s'enferme. L'attaquant pur et dur, là, ça doit terminer en frappe. En tribune, Mhm. cadré, pas cadré, mais ça doit terminer en frappe. Et on voit qu'il n'a pas encore ce réflexe-là d'aller vraiment tuer l'occasion, on va dire. En tout cas, finir l'occasion, après, en fonction du résultat. Ça, c'était la première chose qui m'avait marqué sur Havertz. Et la deuxième, il avait de nouveau c'était une occasion où il a manqué à nouveau de spontanéité. Et au final, la balle revient sur Saka, mais la frappe ne donne rien. Après, le but. Bah, n'en déplaise à certains, ça reste un but d'avant-centre. Alors, j'ai vu que sur les réseaux, beaucoup mettent en avant le centre de Saka, mais très peu mettent en avant la tête et le but d'Havertz. Bien entendu que le centre, il est dans ces conditions-là presque parfait, mais il faut être au bon moment, au bon endroit. Et si Havertz peut faire ça tous les matchs de championnat, de PL et de différentes clubs, je pense qu'il va marquer quand même beaucoup plus de buts que la saison passée. Voilà, c'était un petit peu l'analyse que moi j'en avais faite, parce que je trouvais ça très 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 marquant sur la partie Havertz en disant ce n'est pas un avant-centre de métier. Et ça se voit vraiment dans cette attitude. Je pense qu'un Gabriel Jesus aurait été plus pertinent, plus spontané dans la frappe ou en tout cas dans la finition. Après, sur la première mi-temps, j'ai quand même trouvé la première mi-temps très intéressante, notamment celle de Saka. Dans l'ensemble, le match Ouais. de Saka est très très bon, mais je vais pas dire que j'avais peur. Je craignais la reprise de Saka après une finale de l'Euro, après des vacances quand même relativement courtes, une Mhm. reprise et une réathlétisation qui a été moins importante que celle de ses coéquipiers qui ont pu faire la préparation complète. Et je l'ai trouvé super intéressant. Euh, et j'ai l'impression que, à vérifier sur les prochains matchs, il a varié son jeu déjà un petit peu. C'est-à-dire que l'année dernière, on voyait beaucoup Saka qui débordait, débordait, débordait. Soit il allait vraiment jusqu'au bout et il essayait de centrer, soit il mettait le pied sur le ballon, il ressortait avec Havertz, mais à plusieurs reprises, il était aux alentours des 16 mètres, et dans cette position, il a centré à plusieurs reprises, et je trouve que ça, il le faisait très très peu la saison dernière, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, hein. On voit peut-être pas forcément les mêmes matchs, mais s'il commence à avoir cette spontanéité dans le centre, quel que soit son emplacement sur le terrain,
je pense que ça va ramener des occasions de but bien plus importantes que la saison dernière, en tout cas du côté de Saka. Je suis d'accord avec toi sur effectivement le très beau match de Saka qui est vraiment pour moi celui qui a fait les différences. On a eu un peu de mal, je trouve, dans ce match à faire des différences collectives. Et j'ai l'impression que c'est souvent Saka qui a fait des différences individuelles à chaque fois en rentrant sur son pied gauche et en frappant, en dépassant son défenseur pour frapper. Et je trouve, ce qui pourrait peut-être nous inquiéter finalement, c'est une certaine forme de dépendance à Saka, c'est-à-dire qu'en dehors des différences qu'il est arrivé à faire, on a vu finalement assez peu, mais il y en a eu quelques-unes de différences collectives. Et bien souvent, voilà, on s'en remet à Saka pour faire la différence, et il le fait très très bien. Et il sort un très gros match hier. Et, bon, on parlera ensuite de la deuxième mi-temps, mais il y a une passe décisive, un but. Effectivement, moi je suis d'accord avec ceux qui disent que son centre était une merveille parce qu'il la dépose vraiment. Alors, Havertz n'en a pas moins, pour autant moins de mérite parce qu'il faut la mettre, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être enfin, c'est vraiment celui qui fait les différences qui nous permet d'être dangereux sur le but adverse. Donc attention à ne pas en être trop dépendant, puisqu'on a vu Martinelli en dedans, et, euh, et on l'a vu hein, dans cette première période. On a l'impression qu'il sait qu'il est un peu moins bon en ce moment et qu'il essaye de faire les différences tout seul sur son côté gauche, et il s'enferme, il dribble, il veut tirer, parfois alors qu'il a des solutions de passe en retrait plus évidentes. Alors, Ouais, non. deux fois, je crois, ça va en corner parce que c'est dévié, mais on a envie de lui dire, tu gagneras pas le match tout seul. On sait, on a confiance en toi, mais aie confiance en tes partenaires et donne-leur la balle pour finir les actions, parce que c'est pas, on n'a pas besoin que tu sois un buteur forcément à tous les matchs, mais par contre, on a besoin que tu fasses jouer aussi les autres et qu'on gagne collectivement. Donc, Ouais, un notamment, peu déçu. une occasion sur, où il doit la mettre en retrait sur Rice et où il tente, où Absolument. Rice est absolument seul, dans la surface et il tente une frappe, ouais. Mais je pense qu'effectivement, heu et c'est là où la confiance, il faut absolument qu'il la retrouve parce que, quand tu es en dedans, tu as forcément envie d'avoir ce déclic qui va bien, de marquer, d'être décisif et Mhm. cetera et tu en oublies finalement, la plupart du temps le b.a-ba et les basiques du football et sur cette occasion dont tu parles, je pense qu'on parle tous les 2 de la même. À un moment donné, oui, il doit la mettre en retrait. Alors après, est-ce que ça donnera but ou pas? On n'en sait rien, mais le jeu est de la mettre en retrait et non pas de frapper sur ce moment-là. Après, c'est un match de reprise. Moi, je pense que je suis de ceux qui diront que tout n'est pas à jeter chez Martinelli. Il faut surtout pas, l'accabler. Je pense que, tant qu'il aura cette motivation, il faut jamais oublier le travail défensif qu'il fait. Alors après, oui, il est attaquant et on lui demande de marquer des buts et de faire des passes décisives, mais il fait un réel travail décisif dans son investissement, il est là et après, il lui manque pas grand-chose, mais c'est clairement un une prestation qui va être largement insuffisante face à de grosses écuries comme City, comme Villa, Tottenham, Manchester United ou d'autres. On ne pourra pas se satisfaire de ce niveau-là. Sur la première mi-temps, de façon globale ou plus, ciblée, tu as d'autres choses à rajouter, Guillaume? Je pense qu'on a fait le tour de la première mi-temps, OK. principal Halftime et du jeu. coup, on reprend la deuxième mi-temps. On reprend la deuxième mi-temps avec le même 11 de départ. Absolument. Dans un premier temps, il n'y a pas de changement. Heu, excuse-moi. On Une mi-temps un petit peu différente, de de Tout de à la fait. première avec, Wolverhampton qui essaye un peu plus. On leur laisse un peu plus la possession du ballon, ce qui finalement nous fait du bien, un peu tardivement quand même, c'est ce 2-0 à la 73e du Golden Boy, but franchement, alors on le voit tous, en tout cas, on voit tous venir la finition, c'est-à-dire qu'il va rentrer et frapper. C'est vrai que d'habitude, il essaie quand même d'aller chercher le grand côté, enroulé. Là, il ferme son pied et il frappe au 1er poteau
et ça fait 2-0. Et à partir de là, je trouve qu'on a quand même plus maîtrisé le match et qu'au final, je la fais très rapide, mais qu'au final, à part la dernière occasion des Wolves à la 94e avec c'est une frappe qui est arrêtée par Raya, il n'y a pas grand chose côté Wolves à se mettre sous la dent. Je trouve que c'est plus côté Gunners où on a failli à plusieurs reprises donner le bâton pour se faire battre. Et je pense que tu Oui. vois là où je veux en venir. Mais je te laisse peut-être déjà commenter cette deuxième mi-temps, Guillaume. Oui, oui, non, mais absolument, je suis d'accord avec tout ce que tu disais, c'est-à-dire on leur a un peu trop laissé le ballon, on les a presque laissé revenir dans le match, même si on n'a pas concédé le but, mais on leur a laissé reprendre la possession. On a vu ils s'approchaient progressivement du but. Et peut-être ce qui fait partie des dangers pour les prochains matchs, ou en tout cas des axes d'amélioration, c'est qu'on a vu plusieurs joueurs avec des pertes de balles inquiétantes. Et je pense en premier lieu à Thomas Partey, qui perd plusieurs fois le ballon. Je les ai comptés, il y en a au moins quatre, il y en a peut-être plus même, dans des endroits du terrain où il doit jamais la perdre. Il y a Zinchenko aussi qui a fait quelques pertes de balles. Il y a eu même Saliba, inquiétant. Je crois il y en a deux où qui perd comme ça assez bêtement. Heureusement sans conséquence. Et donc voilà, c'est peut-être là où j'étais un peu surpris et déçu de ce début de deuxième mi-temps. Ouais, alors c'est parfait parce que tu m'emmènes là où je voulais y venir. Où je voulais venir, pardon, c'était ouais, effectivement, les pertes de balles qui, selon moi, pour 95% de ces pertes de balles sont dues à une déconcentration et une facilité un peu trop importante sur le terrain, qu'il faudra recadrer d'ailleurs très rapidement face à des grosses équipes parce que si les Wolves n'ont pas su en profiter, quid d'écuries un peu plus, je vais dire prestigieuses ou dangereux dans ce championnat-là? Et pour moi, Zinchenko a fait du Zinchenko, c'est-à-dire qu'à vouloir toujours rentrer dans ce poste axial, à vouloir créer le jeu pour que finalement Gabriel aille prendre son côté gauche, que, Rice pousse un petit moi j'ai vraiment du mal avec cette position-là et je pense que bah, l'idée que j'ai, c'est de faire un podcast là-dessus avec des entraîneurs qui, vont pouvoir un petit peu étudier ce positionnement-là parce qu'il y a quelque chose qui moi m'échappe. Partey, on le sait, beaucoup trop facile, donc à un moment donné, les pertes de balles, surtout sur la fin de match, attention. Gabriel comme Saliba ont eu des pertes de balles inhabituelles et sans conséquence. Heu, Par contre, et là je fais pas, je préviens tout de suite, je ne fais pas de l'anti-Raya. Je ne vais pas faire de l'anti-Raya. Mais j'ai une perte de balles de Saliba où, encore une fois, si tu regardes la finalité, c'est Saliba qui perd la balle. On est en deuxième mi-temps, à un moment donné, Raya fait une relance au pied. Il a Saliba devant lui à hauteur des 16 mètres. Et Saliba est dos au jeu. Mais par contre, Raya, lui, il est face au jeu. Et Raya décide de lui donner le ballon. Je ne sais pas si tu vois l'action Oui, dont oui, je oui, parle. Et tout à fait. sur la prise d'information ou la non prise d'information lorsque Saliba reçoit le ballon, il s'oriente vers le côté gauche, veut la donner, je crois que c'est à Timber, je crois qu'il y a déjà il y avait déjà eu le changement et on perd le ballon. Et c'est là où moi je rage un petit peu parce que la perte de balle, elle va être associée à Saliba. Alors après les stats, franchement, moi je m'en fous complètement. Mais et je ne fais pas, de l'anti-Raya, mais sur ce genre d'occasion-là, si tu prends un gardien de but pour son jeu au pied, sa vision du jeu, et cetera, et qu'il en arrive à te mettre une balle à 10 mètres devant lui, alors qu'il voit que Saliba va être pressé, qu'il y a des attaquants autour de lui, et cetera, quel est l'intérêt de lui donner? Et ça, pareil, ce sont des petits détails qui ne passeront pas.
qui ne passeront pas contre des grosses écuries. Donc, du coup, c'est bien de jouer les Wolves pour ce premier match, ok? L'arrivée d'Aston Villa, on en a débriefé d'ailleurs avec Jonathan sur la partie calendrier. Je sais pas si tu te rappelles, Mhm. où je disais que Aston Villa peut venir un peu trop tôt quand même, quoi. Et en plus, Mhm. c'est à Villa. Donc voilà. Après, je crois que le plus grand des enseignements de cette deuxième mi-temps, Guillaume, c'est que, et c'est finalement peut-être la seule surprise qu'Arteta nous aura faite sur cette première rencontre, c'est qu'il a sorti Saka. Ouais. Chose qu'il avait rarement fait la saison dernière, à part quand Saka avait une jambe cassée, une cheville cassée ou des crampes. Mais ouais, il fait rentrer Trossard. Moi, franchement, quand j'ai vu Trossard sur le banc, je me suis dit poste pour poste, Martinelli, voilà, euh, t'as eu ton temps, ben, du coup, ça veut pas, viens souffler et Trossard il rentre, parce que Trossard rentre à la 80e minute. Euh, on avait vu Saka se tenir un peu le genou sur différents contacts déjà en première mi-temps, et finalement il le sort. Donc à voir si c'est quelque chose qui va être un peu plus récurrent ou pas. Mais voilà, c'est quand même finalement assez surprenant de voir Saka sortir avant la fin de la rencontre. En parlant de changement, on peut citer aussi les deux autres changements qu'il y a eu. Le premier intervient à la 68e. Zinchenko laisse sa place à Timber. Une entrée, somme toute, je sais pas dire transparente, mais presque. Moi, j'ai pas, je sais pas, est-ce que les 25 minutes de jeu de Timber t'ont quelque chose t'a marqué ou pas? Euh, je sais pas le premier que je mettrais en avant, mais on a vu quand même qu'il avait les jambes, il est parti attaquer. Bon, je pense que pour lui, c'était effectivement, il était blessé dernièrement, enfin en tout cas légèrement, Hmm, et donc ça avait un but de reprise, de remise en forme. On a vu qu'il avait les capacités. Il y a eu, je crois, une ou deux pertes de balles, mais devant, enfin rien de très inquiétant. pas dangereux, ouais. Pour moi, la vraie surprise dans les changements, c'est pourquoi Thomas Partey était encore sur le terrain après l'heure de jeu, quand on voit qu'il il y était pas, il n'y arrivait pas. Et moi, j'adore Thomas Partey. Je trouve que c'est un joueur formidable, mais là, il n'avait rien à faire encore sur le terrain avec toutes ces pertes de balles. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu lui briser sa confiance, mais je me suis dit, est-ce que vraiment il attend qu'il y ait un but qui résulte d'une bêtise de sa part pour le sortir? Mais on a vu vraiment les multiplier. Alors, on a vu aussi que Declan Rice était fatigué, avait des crampes, donc peut-être qu'il a voulu voilà, faire un autre changement, mais il y avait Jorginho qui était aussi dans les changements potentiels et il n'a pas utilisé, je crois, tous les changements, donc il aurait pu le faire. Tu dis tout ce Euh, que ben, tu viens là où tout le monde va arriver, c'est-à-dire qu'il a 5 changements, il en fait que 3. mm, Rice est cramé à des crampes. On pouvait aussi s'en douter. Encore une fois, il fait partie de l'équipe anglaise qui était finaliste à l'Euro. Une mm, préparation tronquée, des vacances très très courtes, etc. Le choix d'Arteta de mettre Gabriel Jesus à ce moment-là pour remplacer Rice avec Havertz qui descend dans le milieu de terrain et de ne pas faire rentrer un profil somme toute un peu plus défensif comme Jorginho mm, est assez surprenant parce que finalement, même s'il reste que 5 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu, bah tu ne fais pas souffler Havertz. Mine de rien, on parlait dans les bilans de saison, du manque de rotation, etc. d'Arteta, mais pour le coup, tu fais Gabriel Jesus pour Havertz et tu fais Jorginho pour Rice. Tu fais tout ça en même temps, ça te fait quand même deux joueurs qui soufflent. Et là, finalement, tu n'en as que un qui souffle, mais parce que le mec, il en peut plus, quoi. Donc, mm. assez surprenant, Ouais, je trouve. C'est comme tu ouais, peux très bien faire rentrer Trossard et Nelson à la place de Martinelli et Saka. Tu mènes 2-0, tu touches à ta ligne mm. d'attaque. Tu Pour prends moi, pas trop de risques non plus, quoi. ouais. Pour moi, le changement de Saka, c'est vraiment pour le préserver. Et donc, voilà, on a vu qu'il faisait les différences, on a besoin de lui, et donc on fait tourner, on donne un peu de temps de jeu à Trossard, mais surtout on préserve Saka pour les prochains matchs.
Martinelli, je pense qu'il l'a laissé jusqu'au bout en se disant j'aimerais qu'il ait une occasion, qu'il marque, et donc qu'il retrouve de la confiance. Euh, voilà. Voilà comment j'explique ces changements-là, et cette absence de changement en ce qui concerne Martinelli. Effectivement, ça aurait peut-être fait du bien à Nelson de rentrer. Euh, voilà, hein, en ce qui concerne Petite surprise ce qui est peut-être arrivé en aussi, c'est deuxième de voir mi-temps. Nketiah sur le banc. Ouais, Il ouais. était dans le groupe de mémoire, hein. Attends, je vérifie, mais ouais, il était dans le groupe. Donc, le fait que lui soit dans le groupe et que quelqu'un comme Kiwior ne le soit pas, est-ce que l'on peut en déduire que le transfert vers l'OM va être avorté ou n'a plus aucune chance? Est-ce que on peut en déduire que Nketiah fera partie encore de l'effectif sur cette saison-là? Assez surprenant, je trouve, en tout cas, de mon point de vue. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais Oui, oui, bah, je pense qu'il a toujours pas de destination. ouais, Et voilà, donc on va pas se priver de l'avoir sur le banc de toute façon, mais bon, c'est clair que maintenant c'est le troisième attaquant de pointe derrière Havertz et Jesus, donc voilà, on comptera, je pense, assez peu sur lui pour cette saison. Ça me paraît mieux pour lui en tout cas qu'il s'en aille, je ouais, pense. Et mieux pour nous aussi parce qu'on a récupéré normalement une somme qui permettrait d'avoir une autre recrue. exactement, c'est ça. Hem, que dire de plus à part que bon, Ødegaard a fait du Ødegaard. Je trouve qu'il a été très, très Ouais. bon. Et ce dont on n'en a pas parlé, c'est que finalement ils ont été à leur niveau, sans être exceptionnels, mais sans être mauvais non Mm. plus, Oui, oui. ou sous-performants, on va dire. En tout cas, on commence le championnat avec une victoire. On fait partie des équipes qui ont gagné et c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est plutôt satisfaisant. Premier gros test samedi prochain, Mhm. c'est samedi je crois ou dimanche? Non, ça doit être samedi je crois, 23, en déplacement à Birmingham, à Aston Villa. C'est quand même une Ouais. équipe qui nous a fait du énormément de mal l'année dernière, donc à voir comment on va mener cette rencontre-là. Il est temps pour moi, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Guillaume, d'arriver sur la conclusion de ce débrief. Si tu as rien à Rien à rajouter. rajouter. Non? OK. Si ce n'est un Bah, deuxième gros test peut-être le 22 septembre contre City. Ce sera plus un test peut-être même voilà, contre là, je pense Montpellier. qu'on sera plus dans un test et je pense que le mercato sera fini. Donc, on verra si Edu tient ses promesses en disant ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Mais en tout cas, en attendant la fin du mercato et d'éventuelles arrivées, il va falloir faire avec l'effectif que l'on a. Et je pense que contre Aston Villa, il faut pas qu'on se plante, sachant qu'ils ont gagné 2-1 face à West Ham hier également. Donc, C'est ils ça. ont aussi une victoire. Heu, te remercier d'avoir participé à ce podcast-là, vous inviter, auditrices et auditeurs, à venir nous, suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir commenter, ce podcast ou d'autres, et vous inviter à aller voir aussi l'article sur les notes de cette rencontre-là sur le site d'Arsenal French Club. Guillaume, je te souhaite un excellent week-end et puis, à Merci. très Toi bientôt aussi. et bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Salut.